Bonsoir à tous, je suis le docteur Yara Antakli, je suis cardiologue à l'hôpital Saint-Joseph et j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire du CNCH qui a pour sujet la cardio-oncologie, en particulier la prise en charge des complications cardiovasculaires, des chimiothérapies en hématologie. Je rappelle que le CNCH, le Collège national des cardiologues des hôpitaux, regroupe des médecins spécialistes, cardiologues, exerçant de façon partielle ou totale dans des hôpitaux non universitaires. Je remercie tous les membres du CNCH qui suivent très régulièrement nos webinaires. Et il faut savoir que nos webinaires sont vus par une audience internationale qui va du Canada à l'Afrique. Votre appel a été mis en attente. Il est disponible sur le canal YouTube du CNCH. Il sera aussi distribué en live sur Facebook, sur le compte du CNCH et visible aussi en replay. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Conversation et nous les poserons à la fin des présentations. Il y aura une discussion après les deux présentations. Et là, je donne la parole à ma comodératrice, le docteur Annabelle Jagu, cardiologue à l'hôpital Saint-Joseph. Annabelle. Merci Yara. J'ai le plaisir de présenter le premier orateur qui est le docteur Clément Charbonnel, cardiologue au centre hospitalier de Versailles, qui va nous parler du dépistage et de la prise en charge des complications cardiovasculaires liées aux anthracyclines. C'est à toi Clément. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Alors, on va parler ce soir complications cardiovasculaires sous anthracycline. Je n'ai pas de lien d'intérêt particulier ou de conflit d'intérêt à déclarer. Voici en fait les trois complications principales possibles sous anthracycline avec vraiment la grande complication qui est l'insuffisance cardiaque qui va vraiment occuper notre présentation. Il y a également aussi de l'hypertension artérielle et de l'arythmie. On va en parler assez succinctement. Les arythmies, vous voyez que en fait, les anthracyclines sont capables de donner à la fois des troubles de conduction, des troubles du rythme. Si on devait retenir un trouble du rythme sous anthracycline, c'est essentiellement la fibrillation atriale. Alors, ça arrive généralement pas de manière isolée avec les anthracyclines, c'est surtout un contexte avec des patients qui ont déjà fait de l'AFA, qui font de la fièvre, avec des troubles métaboliques. Ce n'est pas uniquement souvent les anthracyclines qui sont responsables de la FA. Il faut garder peut-être en tête que si un patient fait de la FA sous anthracycline, il est beaucoup plus à risque de faire de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est probablement un patient qu'il va falloir suivre de manière plus attentive. Et puis, si vous devez, ça c'est probablement un grand dogme un peu de la cardio-oncologie, c'est que les antiarythmiques, la classe des antiarythmiques qui présente probablement le meilleur profil de sécurité, c'est les bêta-bloquants dans ce contexte-là. Alors l'hypertension artérielle, sous anthracycline, c'est beaucoup moins fréquent que dans d'autres thérapeutiques type anti-VEGF par exemple. C'est souvent, ça aggrave une hypertension artérielle qui est déjà présente. Ce qui est bien, c'est de faire de l'automesure de pression artérielle. L'objectif de pression artérielle est, comme d'habitude, inférieur à 135-85. Et puis, si vous devez introduire une thérapeutique, n'hésitez pas à introduire des médicaments qui peuvent aussi avoir un impact sur une éventuelle cardioprotection, donc plutôt en première intention des IEC, des ARA2, des bêta-bloquants, et faire très très attention aux interactions médicamenteuses que vous pouvez avoir et notamment essayer d'éviter les inhibiteurs calciques bradycardisants et les diurétiques parce que les patients hématologiques ont souvent des troubles métaboliques qui peuvent être aggravés aussi par les diurétiques. Donc le principal sujet, c'est anthracycline et risque d'insuffisance cardiaque. Deux types d'insuffisance cardiaque, une insuffisance cardiaque aiguë et puis une insuffisance cardiaque chronique. L'insuffisance cardiaque aiguë sous anthracycline, c'est quand même assez rare, c'est moins de 1% des cas. C'est un tableau de dysfonction VG souvent transitoire avec parfois des modifications de l'électrocardiogramme, de la FA. Ça s'améliore sous traitement. Ça apparaît souvent en même temps que l'infusion d'anthracycline et c'est réversible. La toxicité chronique des anthracyclines, c'est une toxicité qu'on dit classiquement de type 1. C'est une toxicité dont le mécanisme est de la destruction des cardiomyocytes, donc essentiellement une toxicité non réversible qui est cumulative
et qui est grévé d'un pronostic cardiovasculaire qui n'est pas bon du tout. Ça, c'est une diapositive pour vous montrer que le principal facteur de risque de cardiotoxicité, c'est la dose cumulée d'anthracycline que les patients vont recevoir durant leur traitement. Le pronostic, il n'est pas bon. Alors, comment on définit la cardiotoxicité ? En définitive, les cardiotoxicités cliniques, elles sont assez rares. Donc, la définition la plus communément admise, c'est plutôt une définition d'altération de la fonction cardiaque, de la FEVG, qui baisse de plus de 10% sous une valeur de FEVG absolue en dessous de 50%. Ça sous-entend que vous allez devoir, au cours du suivi, avant traitement et dans le suivi, avoir une bonne évaluation de votre fraction d'éjection ventriculaire gauche. Et ça, vous pouvez le faire par 3 grandes techniques, la FEVG isotopique, l'IRM et puis l'échographie. Vous voyez assez vite que en fait, l'échographie est quand même l'outil qui va être privilégié dans beaucoup de centres parce que c'est facilement accessible, c'est pas cher et puis c'est pas du tout invasif. Alors, qu'est-ce qu'on va mesurer et quelle technique va nous permettre de mesurer la FE ? Idéalement, les recommandations nous demandent de faire une FE plutôt en 3D parce que c'est plus fiable, parce que c'est plus reproductible. Il y a une variabilité inter-observateur qui est entre 5 et 8%. Mais ça nécessite que vous ayez l'outil. Ça nécessite aussi que vous ayez une bonne échogénicité. Et si vous n'avez pas ça, un Simpson biplan suffit. Peut-être une petite astuce, c'est que vous pouvez utiliser du Sonoview qui permet d'améliorer le contourage de myocarde et d'améliorer le fait de faire une bonne FEVG. Et ensuite, vous allez suivre cette FEVG et vous allez garder toujours la même modalité d'imagerie et vous n'allez pas passer de l'IRM à la scintigraphie pour ne pas comparer des carottes et des patates. Quels sont les outils qu'on va utiliser pour prédire une toxicité des anthracyclines ? D'abord, on va utiliser notre bon sens. Le bon sens, c'est l'histoire clinique du patient. Si vous avez un patient qui a une cardiopathie, quelle qu'elle soit, c'est un patient qui de toute façon sera plus à risque de développer une cardiotoxicité. Des patients qui reçoivent une radiothérapie aussi vont être plus à risque. Des patients qui reçoivent un cocktail de chimiothérapie qui potentiellement sont cardiotoxiques vont être plus à risque. Les âges extrêmes de la vie, le sexe féminin notamment. Donc tout ça doit entrer en ligne de compte et c'est des paramètres qui sont faciles à avoir. Vous avez aussi des biomarqueurs. On va essentiellement parler de NT pour BNP, BNP et troponine I. Les autres sont plutôt des marqueurs de recherche, on va dire, et qu'on n'utilise pas en routine, en tout cas qui ne sont pas recommandés en routine. Et puis, on va presque exclusivement parler d'échographie et notamment de déformation longitudinale et de fraction d'éjection. Alors, pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important d'aller dépister une cardiotoxicité ? Cette étude, avec 200 patients qui avaient une cardiotoxicité aux anthracyclines définie par une fraction d'éjection inférieure ou égale à 45%, c'est des patients chez qui on avait donné un IEC plus ou moins un bêta-bloquant dès que possible. Et vous avez en haut à droite un petit diagramme où vous avez les répondeurs en fonction, le taux de répondeurs en fonction du timing d'introduction des IEC et bêta-bloquants. Et vous voyez que plus vous allez introduire tôt ce traitement-là et plus vous allez augmenter la chance que votre patient soit répondeur, autrement dit, qui réaugmente sa fonction cardiaque. Et vous voyez que en bas à droite, c'est ces répondeurs-là à qui vous allez permettre d'éviter des événements et notamment des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Alors, ça, c'était pour vous synthétiser un petit peu. Il y a plein d'études sur NT pour BNP et BNP pour prédire une cardiotoxicité. Plus de 30 études, essentiellement des études faites avec le NT pour BNP plus qu'avec le BNP. Globalement, retenez que ce n'est pas du tout dans les recommandations de suivre les patients parce qu'il n'y a pas de corrélation entre le BNP et le NT pour BNP et un pouvoir de prédiction pour dépister une cardiotoxicité.
Alors, je pense qu'il faut le faire en baseline au début pour pouvoir ensuite le faire si besoin, si vous avez eu un contexte clinique qui vous évoque de l'insuffisance cardiaque, mais pas en routine dans le suivi. La troponine, là c'est l'inverse, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Il y a aussi plus d'une trentaine d'études qui ont été publiées avec la troponine I, la troponine T, la troponine ultrasensible, mais plutôt la troponine I. C'est celle qui a le plus grand niveau de preuve. Et probablement, ce qui est le plus intéressant, c'est de faire cette troponine dans une approche intégrée avec un paramètre d'imagerie non invasive et notamment la déformation longitudinale globale dont on va parler. Alors, les paramètres échographiques, alors là, je ne savais pas très bien, j'espère qu'il y a des hématologues dans l'assistance et du coup, vous allez voir, vous voyez dans les comptes rendus qu'on rend parfois des déformations longitudinales globales ou global longitudinal strain ou GLS. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu ce que c'était. Donc les cardiologues ont bien l'habitude maintenant. Mais si on revient à comment est fait un myocarde, l'image du milieu, vous voyez qu'en microscopie électronique, c'est un millefeuille en fait de fibres enchevêtrées dans différents plans de l'espace, si bien que la contraction du cœur, c'est quelque chose d'assez complexe, qui est une torsion de serpillière, en gros, avec des composantes de déformation, strain, qui sont des composantes radiales, des composantes circonférentielles, mais des composantes longitudinales de raccourcissement de la base à la pointe du ventricule gauche. Et c'est ça qui va nous intéresser parce que cette déformation longitudinale, elle va s'altérer dans toutes les maladies avant et elle va précéder l'altération de la FEVG. C'est valable pour le diabète dans une cardiopathie diabétique, c'est valable pour l'hypertension artérielle, c'est valable pour les valvulopathies. Alors comment on fait en pratique? C'est la notion de ce qu'on appelle de speckle tracking, c'est traquer les pixels. En gros, on va prendre des boucles d'échographie et puis on va contourer le myocarde, dire à la machine où est le muscle cardiaque et les pixels ayant leur propre signature acoustique, la machine est capable de suivre ces pixels au cours du temps et de trouver les pixels au fur et à mesure des images suivantes. Donc elle joue en gros à Où est Charlie? Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là. Donc elle cherche Charlie dans les images. Et donc si vous prenez deux pixels espacés d'une distance L0 à T0, quelques fractions de secondes plus tard, ils seront soit rapprochés, soit éloignés. Vous aurez une nouvelle distance L et votre déformation, ce sera cette nouvelle distance, moins la distance L0, rapportée à les distances de base. En gros, c'est un pourcentage de raccourcissement qui est exprimé en moins quelque chose %. La normale, c'est moins 20% plus ou moins 2. C'est quelque chose qui est très reproductible. Et est-ce que ça marche dans la cardiotoxicité aux anthracyclines? Oui. À peu près toutes les études sont assez concordantes pour dire que la déformation longitudinale globale s'altère avant l'altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche et prédit une altération future de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Alors les cutoffs sont différents parce que les populations sont différentes, les traitements ont été différents, mais en gros la philosophie est toujours la même. La déformation, c'est quelque chose qui est assez sensible et qui nous permet de prédire une altération de la FEVG future. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu de prévention et éviter que les patients évoluent vers une cardiotoxicité? Alors, il y a plusieurs pistes. Pourquoi pas donner bêta-bloquant IEC ARA2 chez tout le monde, en prévention primaire? C'est assez séduisant. Il y a eu des études qui ont été menées, petit nombre de patients. En tout cas, gardez en tête que le niveau d'évidence n'est pas suffisant pour pouvoir envisager de mettre tout le monde sous bêta-bloquant ARA2 ou IEC pour prévenir une cardiotoxicité. Il y a des études en cours, des études avec des bêta-bloquants, avec des IEC, des ARA2, mais aussi avec des statines, dont on n'a pas encore les résultats. Et la deuxième piste pour prévenir, c'est essayer, et ça c'est plutôt les hématologues, ce serait intéressant dans la discussion moi j'ai aucune expérience d'utilisation de ces traitements-là, mais j'ai lu que par exemple le Caelix, qui est une anthracycline qui est encapsulée, et pouvait avoir un effet protecteur sur la cardiotoxicité.
mais ce serait peut-être au prix de ce que j'ai lu d'une diminution de l'efficacité hématologique. Troisième volet de la prévention, et c'est vraiment là où nous on intervient, où c'est vraiment important de mettre l'accent, c'est d'essayer de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un recouvrement entre ce que nous on sait, les facteurs de risque cardiovasculaires habituels de nos patients, et les facteurs de risque de développer une cardiotoxicité. C'est les mêmes, en gros, si on veut être vraiment très très schématique. Et donc, la pierre angulaire de la prévention pour vous, ça va être d'essayer d'éduquer le patient, d'essayer de contrôler au mieux sa pression artérielle, contrôler au mieux son niveau de cholestérol, essayer de l'aider à arrêter de fumer, traiter correctement son diabète et encourager l'exercice physique aérobie. Et ça va permettre au patient de probablement lui donner la possibilité d'aller au bout de son traitement hématologique et de mieux tolérer son traitement hématologique. En pratique, sous anthracycline, avant traitement, on fait une évaluation cardiologique avec un examen clinique, un interrogatoire. On fait une prise de sang avec un BNP ou NT-proBNP, une troponine, une échographie cardiaque avec FE 3D idéalement et déformation longitudinale globale. Et dans le suivi, on va déclencher une nouvelle échographie dans les recommandations aux alentours de 240-250 mg/m² de doxorubicine et ensuite on va répéter ces évaluations après chaque cycle. Si on n'atteint pas cette dose et que les patients sont à risque de développer une cardiotoxicité, on va les revoir avant, sinon on peut espacer le fait de les revoir. Quand est-ce qu'on arrête les anthracyclines? Définitivement, si vous avez des symptômes d'insuffisance cardiaque, il faut le faire. Définitivement aussi si vous avez une fraction d'éjection qui s'altère en dessous de 40%. Et là, il faut confirmer cette altération de la fraction d'éjection à 2 ou 3 semaines avec une nouvelle échographie. Et puis, la zone grise où vous avez une altération de plus de 10% de la FE sous une FE inférieure à 50 mais supérieure à 40. Et dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux continuer le traitement, mettre le traitement cardioprotecteur et suivre de près le patient. Qu'est-ce que vous faites si vous avez une augmentation de la troponine ou de la déformation? Les recommandations vous permettent de mettre une thérapeutique cardioprotectrice si vous avez une augmentation de la troponine. Et puis, pour la déformation longitudinale globale, il n'y a pas encore de niveau de preuve suffisant pour pouvoir le recommander. Néanmoins, quand même, c'est des traitements qui sont quand même relativement bien tolérés. Et si vous avez d'un examen à un autre ou entre un examen et le baseline, une diminution de plus 15% de votre déformation, moi j'aurais tendance à vous dire de l'introduire. Voilà les messages principaux. La prévention, c'est vraiment la pierre angulaire de la cardio-onco. Si on devait choisir une stratégie pour essayer de dépister une cardiotoxicité aux anthracyclines, il faudrait choisir une stratégie combinée avec déformation et troponine. Si vous avez une cardiotoxicité, il faut introduire rapidement les bêta-bloquants, les IEC, et puis faire tout ce qu'il faut pour essayer de faire en sorte que le patient aille au bout de son traitement hématologique parce que son pronostic hématologique est en question. Voilà. Je vous remercie et Charlie était là. Merci beaucoup Clément pour cette très belle présentation qui va nous aider dans la prise en charge cardiologique des patients sous anthracycline. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir le deuxième orateur, le docteur Stéphane Ederi, cardiologue à l'hôpital Saint-Antoine, qui va nous parler des complications cardiaques et vasculaires des thérapies ciblées en hématologie. Merci beaucoup. Merci Annabelle, j'espère que vous m'entendez, parce que j'ai eu quelques problèmes techniques. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez le son et l'image? Oui, on a le son et l'image. Ok, excellent, très bien. Écoutez, je voulais tout d'abord remercier le CNCH et particulièrement Clément pour cette invitation à venir vous parler donc des toxicités cardiaques et vasculaires des thérapies ciblées en hématologie. Je voulais vous remercier pour l'invitation et surtout pour avoir accepté de traiter ce sujet qui est finalement rarement abordé. Et donc, je crois que c'est important que nous en parlions parce que même si c'est des toxicités plutôt rares, il est important de les connaître, au-delà évidemment de connaître la prise en charge des anthracyclines. C'est ce qui vous a été montré par Clément il y a quelques instants. Alors, cette première diapositive, c'est pour vous résumer un petit peu le spectre de toxicité de ces thérapies ciblées en hématologie. Il faut vraiment admettre que ces médicaments, ces thérapies, elles ont le terme de ciblé, donc ciblé sur le cancer hématologique, mais vous allez voir
qu'elles ont des cibles en dehors de la cible, et l'une de ces cibles, entre guillemets, ça peut être le cœur ou le vaisseau. Et donc, ces thérapies ciblées peuvent exposer un certain degré de toxicité myocardique, dont les manifestations seront soit la dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique ou l'insuffisance cardiaque, soit une toxicité vasculaire avec des choses simples, hypertension artérielle, mais des choses plus rares et plus préoccupantes, comme des épisodes d'hypertension pulmonaire ou d'artériopathie oblitéraire des membres inférieurs. Je vous montrerai dans quelques instants. Et puis une toxicité que l'on peut qualifier de rythmique, avec évidemment de la fibrillation atriale, des troubles de la conduction qui sont pas toujours liés à la thérapie ciblée, mais quelque chose qui est spécifique de la thérapie ciblée, qui peut être l'allongement de l'intervalle QT. Donc vous voyez, finalement, vous allez faire de la cardiologie en hématologie avec des sujets fragilisés par le cancer hématologique. Excuse-moi de t'interrompre, oui. Stéphane. En oui. fait, on a bien ton diaporama, mais les diapos ne passent pas. Il faudrait juste que tu le mettes en full écran. Comme ça, en fait, les diapos vont pouvoir passer. Là, on a juste ta première… voilà, super. Et si bon, en plein écran, si c'est possible. Là, c'est juste, en fait, sur Excel, on voit encore Excel. Et si c'est en plein écran, ce serait parfait. Alors, tu as raison, je vais essayer de corriger ça. En bas. Ouais. Simplement, je n'ai pas accès à ma barre d'outils. Hop. Alors, excusez-moi. Juste là, en bas à droite. Ouais. Mais j'ai pas accès en fait, pour ça. Là. Voilà. C'est bon? J'attends votre confirmation. Alors, on a toujours en fait les vignettes sur le côté gauche, mais on a les diapos, donc c'est le plus important. On a toujours les petites vignettes et l'écran d'accueil, mais on a les diapos. J'arrive pas à les enlever, ouais. J'ai vraiment eu des gros soucis. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est très bien comme ça. On voit très bien. On prend 30 secondes. Hop. Clac. Toc. Bon. J'espère que c'est quand même lisible pour vous. Alors, la réflexion générale ou l'idée générale en cardio-oncologie, c'est faire évidemment de la cardiologie pour caractériser l'événement et discuter de l'imputabilité entre la thérapie ciblée et l'événement cardiovasculaire présenté par le patient. C'est évidemment prendre en charge, comme des cardiologues, l'événement, insuffisance cardiaque, hypertension pulmonaire, artériopathie ou allongement de l'intervalle QT. Et c'est après discuter l'événement ou la survenue de l'événement, les modalités de reprise de la thérapie ciblée éventuelle. Vous l'avez compris, Clément vous l'a dit en filigrane, ce qui est important, c'est de penser au pronostic hématologique des patients et l'interruption d'une thérapie ciblée ou d'une anthracycline va impacter le pronostic oncologique. Et donc, il n'est pas légitime d'interrompre de manière indue une thérapie ciblée parce qu'elle aurait entraîné un événement cardiovasculaire. Donc, à chaque fois, il faut rediscuter la reprise de la thérapie ciblée, évidemment en fonction de critères cardiologiques, de la gravité de l'événement, de la séquelle de l'événement et de la probabilité de récidive de l'événement en fonction de la réintroduction de la thérapie ciblée, et évidemment la discussion avec l'oncologue en évaluant les conséquences de l'arrêt, s'il a des alternatives ou une thérapie de remplacement, et le concept de toxicité cumulée. Les patients vont recevoir dans le temps plusieurs thérapies ciblées, et donc il est important de prendre tout cela en compte. Donc vous voyez, la discussion est extrêmement complexe. Finalement, il faut adjudiquer l'événement, il faut prendre en charge l'événement, et évidemment discuter de la reprise de cette thérapie ciblée. Donc voilà le cadre général, à la fois de la toxicité et de ce que vous devez faire de manière globale pour prendre en charge ces patients. Alors j'ai pris 3 situations pour simplifier un petit peu la présentation de ce topo, plutôt que de vous faire un long catalogue avec l'ensemble des molécules et leur complexité et leur toxicité. J'ai préféré aborder ça par grands groupes de cancers, et je vais donc commencer par le myélome, et puis vous verrez ensuite la leucémie lymphoïde chronique et la leucémie myéloïde chronique. Donc le myélome, finalement, lorsque l'on regarde les recommandations de nos collègues oncologues, j'ai essayé de vous résumer ici les principales molécules cardiotoxiques à laquelle vous êtes confrontés. Ce sont 2 grandes molécules qui appartiennent au groupe des inhibiteurs du protéasome. Donc ça, c'est le mécanisme d'action oncologique. Donc essentiellement le bortezomib et le carfizomib. Et puis il y a quelque chose qui est très toxique au plan cardiologique, c'est l'autogreffe, mais je ne vous en parlerai pas ici, nous n'avons pas le temps. Alors si l'on regarde le carfizomib, qui est a priori la molécule la plus cardiotoxique dans ce contexte de myélome, c'est une molécule qui expose à un risque d'insuffisance cardiaque et de dysfonction ventriculaire gauche, à un risque majoré d'hypertension artérielle, un risque d'arythmie et essentiellement de fibrillation atriale, d'ischémie myocardique, et puis vous avez des choses qui apparaissent dans les essais de nos collègues oncologues qui sont dyspnée et œdème. Ce n'est pas classé comme de l'insuffisance cardiaque, mais très probablement que c'est de l'insuffisance cardiaque
qui a été mal identifié par nos confrères hématologues. Ce n'est pas critique, mais c'est simplement que dans les essais d'oncologie, les patients sont adjudiqués en fonction de leur tentation clinique et le diagnostic d'insuffisance cardiaque n'est pas toujours fait. Donc peu ou prou, vous pouvez retenir qu'il y a une majoration du risque d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle et de fibrillation atriale, et vous l'avez compris que la combinaison d'hypertension artérielle et ou de fibrillation atriale peut aboutir à de l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques ou des facteurs de risque qui exposent à ce type de toxicité? Le principal du côté hématologique, c'est finalement la dose cumulée de carfilzomib. Vous voyez qu'au-delà de 45 mg par mètre carré, il y a un surrisque et une majoration de quasiment d'un facteur 10 du risque de développer de l'insuffisance cardiaque ou un événement cardiovasculaire. Et puis, du point de vue, cette fois-ci, cardiologique et des caractéristiques du patient, finalement, le fait d'avoir une élévation du BNP avant l'administration de la thérapie ciblée, donc ici le carfilzomib, ou de voir son BNP augmenter au décours de l'administration du carfilzomib, vous expose à un surrisque de toxicité. Et enfin, la présence de facteurs de risque cardiovasculaire, donc les facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels, plus vous cumulez ces facteurs de risque, plus vous avez de chances de développer de l'insuffisance cardiaque sous inhibiteur du protéasome. Donc vous pouvez retenir que d'une part, la dose cumulée administrée de carfilzomib et d'autre part les facteurs de risque cardiovasculaire et le BNP sont autant de marqueurs à la fois oncologiques et cardiologiques de développer une toxicité liée à ces molécules. Pourquoi c'est important de prendre en compte ces événements? Pardon? Stéphane, je suis désolé de te couper. Alors, les diapos ne passent pas. Je me permets d'interrompre ta présentation. Et juste si tu peux, oui, là, ça passe. Est-ce que tu peux repartager ton écran maintenant, s'il te plaît? Allô? Oui, je vais le faire, ouais, sans problème. Voilà, parce qu'il ne passait pas, malheureusement. Sinon, au pire des cas, moi j'ai ta présentation et je peux partager mon écran. Alors attends. Hop. Oui, quelques minutes, je pense. Peut-être commencer avec des questions pour Clément. Oui, il y avait une question sur le site. Tu nous as parlé du rôle protecteur des IEC, des ARA2 et des bêta-bloquants et quelqu'un se posait la question du rôle de l'Entresto. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'Entresto dans la protection, cardioprotection aux anthracyclines? Alors moi, de mémoire, j'ai vu que des petits cas. Je crois qu'il y avait des petits cas de quelques séries de patients qui avaient déjà une cardiotoxicité et qui avaient été mis sous Entresto, mais rien d'incroyable. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu des choses. Moi, j'ai rien vu dans la littérature là-dessus. Et les seules choses que j'ai vues, c'est vraiment pour traiter la cardiotoxicité quand elle est déjà là, mais pas du tout pour la prévenir. D'accord. On continue avec d'autres questions en attendant que la technique soit au point. Clément, tu nous as dit qu'on devait arrêter les anthracyclines si la FE descendait en dessous de 40% ou si on perdait 10 points avec une FE en dessous de 50%. J'ai bien compris. Et qu'en est-il avant de débuter le traitement? Est-ce qu'il y a une FE en dessous de laquelle on ne peut pas donner les anthracyclines? Comment ça se passe? Classiquement, ce qu'on dit, c'est que là, sous 40%, c'est quand même compliqué de donner des anthracyclines. Après, c'est toujours difficile de contre-indiquer définitivement un patient pour les anthracyclines. Là, c'est vraiment, il faut avoir une discussion avec les oncologues pour savoir quel est le type de cancer. Est-ce qu'il y a une alternative qui est une alternative viable pour le patient? Et puis surtout, nous, de notre côté, ce qu'on peut faire, c'est de vraiment être certain qu'on est sur une altération importante de la FEVG. Donc, essayer de s'acharner à avoir une autre modalité d'examen plus fiable, éventuellement que l'écho, une IRM pour avoir une EFF vraiment, vraiment fiable et se dire que le patient est vraiment contre-indiqué pour les anthracyclines. Mais au-dessous de 40%,
confirmé. Qui plus est, si le patient est asymptomatique, c'est simple, difficile. Et si jamais les anthracyclines sont vraiment indispensables, à ce moment-là, est-ce que tu t'acharnes à mettre des IEC, des bêta-bloquants et à recontrôler l'AFE pour essayer de la faire remonter un petit peu et pouvoir débuter le traitement? Oui. Vous faites ça aussi, je pense? Oui, nous on n'a pas beaucoup d'hémato à Saint-Joseph, donc, mais on a quand même pas mal de patients sous anthracycline puisqu'ils en donnent dans les cancers du sein. Mais effectivement, quand les oncologues insistent pour démarrer le traitement, on essaye d'optimiser le traitement pour pouvoir débuter la chimio. Et vous allez les suivre plus fréquemment en écho? Oui, oui, oui. Si la FE de base est altérée, c'est certainement des patients qu'on surveillera de plus près et pas du tout semestriellement comme prévu dans les recommandations chez les patientes tout venant sous anthracycline. C'est ce que tu fais aussi? Oui. Alors, où en est la technique? Je ne sais pas si Stéphane est revenu parmi nous. Stéphane, es-tu là? Stéphane, Encore une minute. pas de problème. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le site. Moi, je n'avais vu que celle-ci sur l'Entresto. Je regarde. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non. Il y a d'autres questions, c'était quelles étaient les solutions efficaces aussi. C'était une des questions qui était posée. Quelles sont les solutions efficaces sur le site? Donc on y a répondu aussi. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser les questions en live. Alors, si on a des hématologues, moi, ça m'intéresserait de savoir s'ils utilisent les deux molécules, le KLX et le dextrasosane. Mais quelle expérience ils en ont parce que c'est quelque chose qui me questionne pas mal. Est-ce que Yara, tu voulais dire aussi un mot sur le DU et puis sur le congrès peut-être aussi Eh bien, on va en profiter, oui. Il y a un DU qui a été créé l'année dernière. Donc, il y a déjà eu 2 années de DU, de DESU plus exactement, avec l'équipe de Stéphane Ederi, l'équipe d'Alain Cohen-Solal et l'équipe de Franck Tuni à Marseille, avec 3 sessions de 3 jours de cours. Et Annabelle et moi et Clément, on a eu la chance d'être inscrits à ce DU sur l'année 2019-2020. Ça a été un peu chaotique sur la fin avec l'épidémie. Mais je vous le recommande. Je ne sais pas comment ça va se passer cette année parce que c'est des cours en présentiel. Il y a 2 sessions à Paris, une session à Marseille. On a des orateurs fantastiques, des cours d'une grande qualité et j'ai vraiment énormément apprécié. J'ai appris énormément de choses dans ce DU. Merci Stéphane si tu nous entends et merci à tous les autres orateurs s'il y en a qui suivent ce webinaire. Vous voulez en dire un mot parce que vous avez participé aussi tous les deux? C'était très riche. Moi, j'ai trouvé que c'était ce qui était génial et très enrichissant, c'est qu'il y avait des oncologues, donc des cardiologues, des dermatologues, enfin tous les spécialistes d'organes aussi étaient là. Donc c'est vrai qu'ils ont pu nous parler de leur expérience et c'était très enrichissant et très accessible pour nous. Et donc moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a quelqu'un sur le site qui demande le lien pour s'inscrire au DU. J'espère qu'Alexandro pourra nous le mettre sur le site du CNCH. Voilà, il s'appelle DU de cardio-oncologie. Il y a 3 facs. Il y a la fac de Marseille, il y a Paris 6 et Paris 7. Je pense qu'en tapant cardio-onco Paris 6 et Paris 7, ça devrait être faisable. Mais c'est vrai que ce sera vraiment dans notre pratique à tous. On rencontrera ces molécules. En plus, bon, là, on va le voir avec la présentation de Stéphane sur les thérapies ciblées qui sont donc qui connaissent un essor considérable. Et donc, c'est vraiment, je trouve en tout cas, très intéressant et très utile dans notre pratique de cardiologue. Oui, je suis assez d'accord. Hein. C'est des thérapeutiques que tous les cardiologues vont rencontrer, à la fois les cardiologues de ville, les musiciens, vraiment tout le monde va rencontrer ce type de molécules. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. Alors, on voit les diapos de Stéphane. Oui. Est-ce qu'on l'entend? Stéphane, tu as la parole.
Alors, j'espère que vous m'entendez, hein. Désolé pour cette présentation un peu chaotique. On va essayer de reprendre le fil de la présentation. Donc, vous vous rappelez, on regardait donc les inhibiteurs du protéasome utilisés dans le myélome. Et pour vous montrer cette fois-ci, donc, toujours cette discussion de cardio-oncologie, l'impact cette fois-ci d'un événement cardiovasculaire, ici en bleu, hein, non pas sur la mortalité de ces patients d'origine cardiovasculaire, mais sur la probabilité de survie et de la survie sans progression, qui sont finalement deux paramètres oncologiques extrêmement importants. Hein. C'est combien de temps finalement vont survivre les patients après l'introduction d'une thérapie ciblée. C'est bien ce qui intéresse à la fois le patient et l'oncologue. Et vous voyez que lorsque vous développez un événement cardiovasculaire ici, la survie par rapport à un patient qui n'a pas développé d'événement cardiovasculaire est très franchement altérée, et finalement vous perdez le bénéfice de ces thérapies ciblées comparativement à la population qui n'a pas développé d'événement cardiovasculaire. Et vous allez voir sur la diapositive suivante, cette fois-ci, j'espère que vous la voyez, cette fois-ci c'est les événements sur bortezomib. Ouais, tout très bien. L'autre molécule qui est prescrite dans ce type de pathologie, et vous voyez que le bortezomib lui aussi est un pourvoyeur relativement important d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle, d'arythmie. Et donc, les deux molécules qui sont prescrites en première ligne dans le myélome ont un potentiel de cardiotoxicité relativement importante. Et vous allez voir, cette fois-ci sur la diapositive suivante, la gestion et la prise en charge d'un événement cardiovasculaire sous bortezomib ou sous carfizomib. Et vous l'avez vu à la fois dans la présentation sur les anthracyclines, il est extrêmement important d'avoir une évaluation cardiologique préalable à l'administration de la thérapie ciblée, qui repose sur des choses simples de cardiologie, un examen cardiovasculaire, un relevé des facteurs de risque cardiovasculaire, un électrocardiogramme, une mesure de la pression artérielle. On peut discuter de la place de l'échographie de manière systématique, on verra peut-être dans les questions. J'en suis pas convaincu, mais en tout cas, il faut vraiment un examen clinique, un relevé des facteurs de risque cardiovasculaire, bien monitorer la pression artérielle, qui est l'un des principaux déterminants des complications. Et puis, vous allez suivre vos patients de manière régulière. Et s'ils développent de l'insuffisance cardiaque et ou une dyspnée et ou une hypertension artérielle, vous êtes censé, à ce moment-là, diminuer la dose de la thérapie ciblée ou l'interrompre, le temps de gérer l'événement cardiovasculaire. Et une fois que l'événement cardiovasculaire est contrôlé, vous pouvez discuter de la reprise de la thérapie ciblée. Sur le panel de droite, vous avez les éléments essentiels donc, de cette prise en charge du carfizomib ou du bortezomib, bien contrôler la pression artérielle avant et au décours de l'administration de la molécule. Cette molécule a pour particularité d'être administrée avec une surcharge hydrique d'environ 250 à 500 millilitres de sérum physiologique, donc il faut bien monitorer ces apports importants de sérum physiologique. Et puis si vous avez un événement, donc vous êtes censé interrompre à la fois le remplissage et vous pouvez éventuellement reprendre en diminuant la dose de la thérapie ciblée. Donc vous voyez, on est dans un champ un tout petit peu différent des anthracyclines où on propose l'arrêt systématique lorsqu'il y a un événement cardiovasculaire pour migrer vers un concept plus intéressant qui est d'essayer à chaque fois que c'est possible de reprendre la thérapie ciblée après le contrôle de l'événement cardiovasculaire et ou en diminuant la thérapie ciblée qui a abouti à un événement cardiovasculaire. Sur la diapositive suivante, on passe donc maintenant à la deuxième grande pathologie qui va être prise en charge par des thérapies ciblées qui nous intéressent. C'est donc la leucémie myéloïde chronique. Et donc là, vous avez le résumé en bas sur la ligne des 5 molécules potentiellement cardiotoxiques dans ce contexte. Ce sont toutes des thérapies ciblées. Elles se terminent en IB, parce que ce sont des inhibiteurs des tyrosine kinases. Et celles que je vous ai fait figurer en rouge sont les 4 molécules potentiellement cardiotoxiques, donc le linotinib, le dasatinib, le bosutinib et le ponatinib, et puis une molécule dont la toxicité est discutée, qui est l'imatinib. Alors, comme est-il en pratique, ces molécules exposent à une complication relativement étonnante, on va dire, et préoccupante, qui sont des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, qui vont se développer très rapidement, qui sont relativement proximales, qui vont aller sur un mode d'aggravation très très rapide. Et c'est ici, par exemple, un patient qui recevait du linotinib, qui a été dilaté. Vous voyez, on poursuit la prescription de la molécule et il y a une récidive malgré l'implantation d'un stent préalable. Donc retenez bien ça, ces molécules inhibiteurs des tyrosine kinases peuvent exposer à des artériopathies oblitérantes et des événements occlusifs artériels de progression très rapide. Voici une méta-analyse qui vous résume à peu près la fréquence de ces événements, et les principales molécules pourvoyeuses sont donc le dasatinib, le linotinib et le ponatinib. Pour le bosutinib, ça ne sort pas de manière significative, mais il y a quand même un surrisque d'événements.
Alors, ce risque-là d'artériopathie oblitéran des membres inférieurs, il est évidemment secondaire à la prescription de la molécule, mais il est aussi en partie médié et modulé par le niveau de risque cardiovasculaire de votre patient. Et c'est ici les travaux de l'équipe de l'hôpital européen Georges Pompidou qui vous montrent donc la survenue des événements cardiovasculaires en fonction du profil de risque cardiovasculaire, on parle bien de profil de risque cardiovasculaire de ces patients, simplement classifiés sur la recommandation ici ESC 2012. Donc plus vous avez de marqueurs de risque, plus vous allez avoir un niveau de risque croissant. Et vous voyez que dans une population qui a un faible risque cardiovasculaire, un risque cardiovasculaire modéré, la survenue de ces événements est relativement faible, alors que lorsque ce niveau de risque est élevé, uniquement identifié par des facteurs de risque cardiovasculaire, très schématiquement, vous avez un taux d'événements cardiovasculaires sur le panel en bas ici à gauche qui est relativement important. Donc retenez bien ça, c'est que le terrain cardiovasculaire sur lequel vous allez prescrire vos molécules vous expose à un surrisque d'événements cardiovasculaires. Sur la diapositive suivante, c'est ce qui vous intéresse en pratique quotidienne, c'est comment prendre en charge ces patients avant, pendant et après la prescription d'une molécule potentiellement toxique au plan vasculaire. Donc ici, le linotinib, et c'est quasiment le seul travail qui existe dans les publications. C'est un travail français réalisé par l'équipe de l'HEGP qui vous propose d'évaluer au plan de vue cardiovasculaire l'ensemble des patients qui recevoir du linotinib sur des choses très simples, les antécédents, les facteurs de risque cardiovasculaire, un examen clinique comme vous le feriez en pratique cardiologique quotidienne, quelques examens biologiques qui vont être une évaluation des facteurs de risque cardiovasculaire, donc essentiellement le bilan lipidique, la glycémie et puis la créatinémie. Et puis vous allez proposer une imagerie vasculaire en fonction de ce niveau de risque cardiovasculaire. Chez les patients classifiés à faible risque, il n'y a pas de bénéfice particulier à faire une imagerie des membres inférieurs par un échodoppler. Par contre, dès que le risque devient moyen à élevé, il faut combiner un électrocardiogramme, une échographie cardiaque, un échodoppler des troncs supraortiques et des membres inférieurs. Donc vous réservez ces explorations par examen complémentaire à une population identifiée par ces marqueurs de risque, donc la population à risque moyen ou élevé. Le suivi doit être régulier, un suivi clinique réalisé tous les 3 à 6 mois à la recherche d'un événement cardiovasculaire, douleur thoracique, claudication intermittente essentiellement. Vous mesurez la pression artérielle, des examens biologiques répétés tous les 3 mois avec un bilan lipidique et une glycémie à jeun. Et puis pareil, les examens d'imagerie cardiovasculaire, échodoppler artériel des membres inférieurs, des troncs supraortiques ou l'échographie cardiaque, sont réservés à la population à risque moyen ou élevé. Et puis voilà finalement une approche intégrative extrêmement intéressante où on va prendre cette fois-ci, pour le prescripteur en hématologie, on va tenir compte du niveau de risque cardiovasculaire préalable de ces patients-là pour choisir la molécule que vous allez introduire. Vous avez dit il y a 4 molécules, donc l'hématologue schématiquement a le choix entre ces 4 molécules en première ou en deuxième ligne, et donc il va évidemment tenir compte de paramètres en lien avec la leucémie myéloïde chronique. On est incapable évidemment de commenter ou d'argumenter ces paramètres-là. Et puis, on va regarder le niveau de risque cardiovasculaire des patients, faible à moyen ou les patients à risque élevé, très élevé. Et vous l'avez compris, on va prescrire une molécule peu cardiotoxique au niveau vasculaire pour les patients à risque élevé, très élevé au point de vue cardiovasculaire. Donc, ça peut déboucher sur la prescription d'imatinib, qui est la moins cardiotoxique de ces drogues. Et par contre, on réservera les doses plus cardiotoxiques ou plus agressives au plan vasculaire à des patients qui ont un niveau de risque faible ou moyen au niveau cardiovasculaire. Donc, je vous renvoie vers la publication, il ne s'agit pas de tout retenir ici, mais retenez cette modulation de la prescription hématologique en tenant compte du niveau de risque cardiovasculaire de ces patients. C'est une excellente illustration du travail de cardio-oncologie et plus précisément du travail d'oncocardiologie. Diapositive suivante, donc dans ce cas particulier des thérapies ciblées utilisées dans ce contexte-là, vous l'avez compris, une fois que le patient a développé une artériopathie oblitérante des membres inférieurs très rapide et très précoce et qui a éventuellement abouti à une amputation, parce que c'est ça le risque évolutif de ces toxicités, les modalités de reprise ne seront pas discutées et c'est plutôt ici l'arrêt de la prescription de la molécule et on demandera à l'hématologue, après un tel événement cardiovasculaire, de discuter une alternative de thérapie ciblée, de ne pas poursuivre ou de ne pas reconduire la thérapie ciblée qui a abouti à un événement cardiovasculaire, ici l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Deuxième ou troisième grande complication, c'est l'allongement de l'intervalle QT. Donc évidemment, l'intervalle QT peut être allongé spontanément en lien avec un QT long congénital, c'est effectivement extrêmement rare. D'anomalies métaboliques qui sont relativement fréquentes dans le contexte hématologique, donc hypokaliémie, hypocalcémie, hypomagnésémie. Et puis on va aborder là le QT long induit par les molécules. Et vous allez voir que les thérapies ciblées qu'on utilise dans le contexte hématologique peuvent allonger
le QT de manière significative. Donc, je vous en cite 3 ou 4. Hein. L'arsenic, ce n'est pas notre sujet ici. Le bosutinib, donc une thérapie ciblée que l'on vient de voir. Le dasatinib, l'imatinib, le linotinib ou le ponatinib peuvent allonger peu ou prou l'intervalle QT. Alors, que faire en pratique? Il y a tout un travail avant la prescription de la thérapie ciblée qui est de faire le tri dans l'ordonnance et éviter tous les médicaments qui allongent déjà le QT indépendamment de la prescription de la thérapie ciblée. Vous l'avez compris, les antiémétiques, les antihistaminiques, certaines quinolones, tout ça peut allonger l'intervalle QT indépendamment de la prescription de votre thérapie ciblée. Et donc, il faut faire un tri soigneux de votre ordonnance avant de prescrire ces thérapies ciblées. C'est à la fois le travail de l'hématologue et le travail de l'oncologue et du cardiologue, pardon. Il faut ensuite évidemment mesurer le QT et un QT corrigé idéalement par la technique de Frédéricia. Vérifier au moins la calémie pour ne pas prescrire ces molécules qui allongent la QT dans un contexte d'hypocalémie. Et puis, après le début de la prescription, il est de bonne pratique de réaliser un électrocardiogramme au 7e jour et à chaque changement de dose ou à chaque changement de thérapeutique dans ce contexte-là. Et vous avez 2 bornes d'arrêt. Évidemment, si le patient développe des symptômes, donc il faut faire attention aux patients qui décrivent des malaises ou des lipothymies. Ça peut être l'équivalent de torsade de pointe, vous l'avez compris. Des prolongations de l'intervalle QT de plus de 60 millisecondes par rapport au QT mesuré avant l'introduction de la thérapie ciblée. Et puis des QT au-delà de 480 millisecondes doivent aboutir à l'interruption de la thérapie ciblée. Mais vous l'avez compris, il y a un entre-deux finalement pour les QT qui vont être compris entre 450 et 480 millisecondes. Vous avez le choix, vous avez plutôt la possibilité de moduler la prescription de la thérapie ciblée. Donc, ce que je veux dire, c'est que les allongements de l'intervalle QT n'aboutissent pas forcément à une interruption de la thérapie ciblée, mais vous avez pour des allongements modérés de l'intervalle QT qui restent en deçà de 480 millisecondes, la possibilité de moduler la thérapie ciblée, soit de l'arrêter transitoirement, soit de diminuer la dose, et lorsque le QT se normalise, éventuellement de reprendre à pleine dose la thérapie ciblée, évidemment après une discussion avec l'hématologue. Il y a quand même 2 phénomènes émergents qui sont importants à connaître, qui sont le risque d'insuffisance cardiaque avec ces thérapies ciblées. Il est plutôt considéré comme faible, mais vous devez savoir que le ponatinib, le dasatinib et l'imatinib peuvent aboutir à de l'insuffisance cardiaque de manière non négligeable. Schématiquement, entre 2 et 10% des sujets peuvent développer une dysfonction systolique du ventricule gauche asymptomatique ou de l'insuffisance cardiaque. Et sur la diapositive suivante, j'espère que tu les as... Tu es avec nous, donc c'est imatinib, dasatinib et ponatinib. Oui. Vous avez un risque d'insuffisance cardiaque qui est en général réversible à l'arrêt de la thérapie ciblée et dont le traitement repose sur des choses simples, hein, IEC et diurétique. Et vous pouvez en général tenter la reprise de cette thérapie ciblée après avoir introduit un traitement par IEC et diurétique. Sur la diapositive suivante, il y a aussi un phénomène émergent qu'il faut absolument connaître, qui sont les hypertensions pulmonaires sous dasatinib. C'est un effet secondaire qui a été décrit par les confrères du Crémin-Bicêtre et David Montagny, qui a montré chez une dizaine de patients que les patients qui recevaient du dasatinib pouvaient développer une hypertension pulmonaire qui sont relativement préoccupantes. L'incidence sur la diapositive suivante est faible, c'est environ 0,45% des patients qui peuvent le développer. C'est une hypertension artérielle en général précapillaire sévère qui s'améliore en général avec l'arrêt de la thérapie ciblée, mais certains patients peuvent rester symptomatiques au-delà de l'arrêt de la thérapie ciblée. Et évidemment, dans ce contexte-là, on ne propose jamais de reprise de la thérapie ciblée chez les patients qui ont développé une hypertension pulmonaire sous dasatinib. Sur la diapositive suivante, c'est la prise en charge qui est recommandée par la NSM en 2011 et qui reste toujours d'actualité. C'est qu'il n'y a pas de bilan spécifique avant l'administration du dasatinib pour prédire cette toxicité et que finalement, vous devez regarder les facteurs de risque cardiovasculaire et éventuellement l'existence d'une pathologie pulmonaire pour prescrire une échographie cardiaque. C'est un sujet qui serait potentiellement à risque, soit par ses antécédents cardiovasculaires, soit par l'existence d'une maladie pulmonaire préalable. On ne peut pas faire d'échographie cardiaque de manière répétée chez ces patients-là pour dépister cette complication parce qu'elle est trop rare et peu fréquente, mais chez les patients qui développent les symptômes, alors vous devez absolument arrêter la thérapie ciblée, réaliser une échographie cardiaque et si vous documentez l'hypertension pulmonaire, ça aboutira à l'interruption définitive de ce traitement. Pensez bien que le dasatinib, par exemple, peut donner un peu d'insuffisance cardiaque sans forcément d'hypertension pulmonaire. Donc, dans ce cas-là, insuffisance cardiaque, vous pourrez éventuellement reprendre la thérapie ciblée si ce n'est pas une hypertension pulmonaire précapillaire. Diapositive suivante, et c'est quasiment la fin de cette présentation, c'est le 3e grand groupe de toxicité, cette fois-ci dans le contexte de leucémie lymphoïde chronique. Et la principale molécule cardiotoxique qui va être responsable ici, c'est l'ibrutinib. Donc de nouveau une thérapie ciblée, qui a un mécanisme d'action original que je ne vais pas vous décrire ici, et qui expose à une complication assez inattendue, qui est
la majoration, donc c'est la diapositive suivante, la majoration du risque de fibrillation atriale, puisque cette molécule multiplie quasiment par un facteur 4 le risque de fibrillation atriale comparativement aux patients qui n'ont pas reçu de thérapie ciblée. Et sur la diapositive suivante, le spectre de toxicité est encore plus important parce qu'au-delà de la fibrillation atriale, cette molécule peut induire parfois des thrombopénies et majorer le risque hémorragique de ces patients, peut entraîner de l'insuffisance cardiaque, des troubles du rythme ventriculaire relativement préoccupants et aussi des événements ischémiques sous la forme d'infarctus du myocarde. Donc une molécule qui a une toxicité essentiellement représentée par de la fibrillation atriale, mais qui peut aussi aboutir à de l'insuffisance cardiaque et des troubles du rythme ventriculaire. Sur la diapositive suivante, vous avez la proposition de prise en charge de cette toxicité liée à l'ibrutinib. Il est vrai que si vous avez de la fibrillation atriale et de l'insuffisance cardiaque liée à cette molécule, on va plutôt traiter l'événement, éventuellement anticoaguler les patients, les ralentir et proposer la poursuite de la molécule parce qu'elle est importante au plan pronostic. Par contre, si vous avez un accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique, une syncope ou un trouble du rythme ventriculaire, très probablement qu'on proposera l'arrêt de la thérapie ciblée dans ce contexte. Alors en pratique, et c'est les 4 dernières diapositives de cette présentation, comment vous allez gérer ces patients? Cette diapositive vous résume, cette diapositive suivante vous résume les complications de ces thérapies ciblées. Je vous l'ai montré, dysfonction ventriculaire gauche, insuffisance cardiaque, plutôt rare, manifestation athéromateuse sous la forme d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs beaucoup plus fréquente, et un peu entre les deux, l'allongement de l'intervalle QT, l'hypertension artérielle et l'hypertension pulmonaire. Diapositive suivante, c'est l'évaluation que l'on peut proposer à ces patients-là, donc bien regarder les antécédents avant la prescription, les facteurs de risque cardiovasculaire et bien contrôler ces facteurs de risque cardiovasculaire avant l'introduction de ces thérapies ciblées. Il faut évidemment optimiser les traitements des patients qui ont une cardiopathie structurale sous-jacente, type dysfonction ventriculaire gauche ou cardiopathie ischémique. Donc ça, c'est franchement un travail de cardiologie, mais qu'il va falloir mener avec des patients d'oncologie. Et pensez bien à l'ensemble des drogues qui peuvent interférer avec l'intervalle QT, voilà, des molécules qui sont parfois, qui n'apparaissent pas sur les ordonnances, les antiémétiques, les antihistaminiques, qui vont allonger l'intervalle QT indépendamment de la prescription de la thérapie cible. Évidemment, un examen clinique rigoureux avec un relevé des symptômes, la recherche d'insuffisance cardiaque droite ou gauche, la mesure de la pression artérielle, vous l'avez compris, des choses que l'on fait de manière relativement simple en cardiologie. Et puis pensez bien à la partie métabolique avec la glycémie à jeun, le bilan lipidique et dans certaines situations l'électrocardiogramme. Sur la diapositive suivante, c'est finalement quand est-ce qu'il faut demander un avis cardiologique. Je pense qu'il y a une grande partie des patients qui peuvent débuter une thérapie ciblée sans avis complémentaire ou sans examen complémentaire. C'est les patients qui sont asymptomatiques, qui ont un QT normal, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire contrôlés et qui n'ont pas de symptomatologie particulière. Donc ce message-là est plutôt pour les hématologues. Il n'y a peut-être pas besoin de voir en urgence un cardiologue pour ça. Pour tous les autres patients, les patients symptomatiques ou qui sont à proximité d'un événement cardiovasculaire de moins de 3 mois, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire non contrôlés ou une anomalie sur l'électrocardiogramme, donc essentiellement l'allongement de l'intervalle QT, il faut un avis cardiologique préalablement à l'introduction de la thérapie ciblée, non pas pour les contre-indiquer, mais plutôt pour optimiser et gérer ces facteurs de risque et les symptômes pour leur permettre de recevoir ces thérapies ciblées dans de meilleures conditions. Sur la diapositive suivante, c'est lorsque vous avez un événement relevé par l'interrogatoire, une modification de la symptomatologie clinique, évidemment, il faut gérer l'événement. C'est la diapositive suivante. Et puis, une fois que vous avez géré l'événement, transitoirement interrompu la thérapie ciblée, vous pouvez envisager la reprise de la thérapie ciblée si l'événement cardiovasculaire n'a pas laissé de complications trop importantes et si le bénéfice attendu est relativement important du point de vue hématologique. Voilà, ce sera ma dernière diapositive. Je m'excuse grandement pour cette présentation un peu chaotique. J'espère que vous avez pu la suivre. Et puis, évidemment, je suis disponible pour d'éventuelles questions. Un grand merci à nos 2 orateurs, Clément Charbonnel et Stéphane Edéry. Et bravo Stéphane, parce que faire une présentation aussi claire en ayant un problème technique, parce que si j'ai bien compris, tu as fini par faire ça par téléphone sans avoir tes diapos sous les yeux. Je trouve que c'est assez bluffant. Bravo et merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'on a des questions? Je ne sais pas s'il y en a eu en ligne. Annabelle, tu en as vu? Annabelle, ton micro est coupé. Alors, j'en ai pas encore vu là en ligne, mais moi, je me posais la question s'il existait des patients pour lesquels, Stéphane, les thérapies ciblées sont contre-indiquées. Je pense qu'effectivement, pour moi, il n'y a pas de patients qui sont contre-indiqués d'emblée à ces thérapies ciblées. Ce que j'ai essayé d'illustrer là, c'est qu'il y a vraiment un travail et une discussion entre le cardiologue et l'oncologue. Je pense qu'il faut confier à l'oncologue quelques messages d'alerte
qui sont finalement les symptômes d'origine cardiovasculaire, donc dyspnée, palpitations, syncope. Il faut être assez large. Deuxièmement, il faut leur confier un profil de patient à risque, très schématiquement, et pour que ça fasse simple et que ça soit utilisable par nos confrères hématologues, les patients qui ont des antécédents cardiovasculaires au sens large, cardiopathie ischémique, dysfonction ventriculaire gauche, hypertension artérielle, qu'ils regardent bien l'ordonnance, parce qu'évidemment, ils peuvent récupérer des antécédents par ce biais-là en voyant des traitements cardiotropes, pour parler un peu de manière triviale. Et donc, je pense que ces patients-là ne sont pas contre-indiqués d'emblée, mais qu'ils doivent voir un cardiologue pour optimiser tout ça, les facteurs de risque, la symptomatologie, faire le bilan de la cardiopathie. Il faut être capable de faire ce bilan très, très rapidement, idéalement dans une unité de cardio-oncologie pour aller assez vite et donner une réponse très claire. Et donc, pour me résumer, Annabelle, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication à l'introduction de thérapie ciblée parce que le bénéfice est très important, parce qu'en général, les complications sont gérables si on met de côté l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs accélérée, et qu'en amont, si on fait un travail de gestion des facteurs de risque cardiovasculaire, d'optimisation des traitements et de la prise en charge de la cardiopathie, si ce n'est pas fait, un grand nombre de patients peuvent recevoir cette thérapie ciblée dans des conditions de sécurité satisfaisantes, pour peu qu'ils soient surveillés après au décours de l'administration, soit par l'oncologue et idéalement par le cardiologue en même temps, ce duo-là qui est nécessaire au sein d'une unité de cardio-oncologie. Merci beaucoup. Yara, tu avais vu une question en ligne? Il y a une question en ligne. Par quel mécanisme le dasatinib entraîne-t-il une HTAP? C'est vraiment la question piège. Vous avez vu, j'ai fait aucune diapositive sur le mécanisme. Je suis bien incapable de vous le dire. Il faudrait vraiment poser la question à l'équipe du Kremlin Bicêtre. Ils ont beaucoup de modèles animaux. Ce que je peux vous dire, c'est plutôt une toxicité vasculaire sur les vaisseaux pulmonaires. C'est plutôt une hypertension artérielle précapillaire en général. Donc, il y a quelques phénomènes vaso-occlusifs à ce niveau-là, des phénomènes de prolifération endothéliale. Donc, voilà les principaux mécanismes. Et vous avez vu, c'est une centaine de patients qui ont été décrits de ce type-là. Donc, les explications mécanismiques ne sont pas très, très claires pour le moment. Je crois que ce qui est important pour le dasatinib, c'est, comme je vous l'ai montré, ça peut donner de l'insuffisance cardiaque et par ce biais de la dyspnée. Voilà, si on revient à l'échelon clinique, l'hypertension artérielle pulmonaire va plutôt se manifester par la dyspnée, un épanchement pleural. C'est ce qui est décrit en tout cas dans les cas de l'équipe du Kremlin Bicêtre. Donc je pense que là, c'est vraiment le travail de cardio-oncologie qui est extrêmement important pour correctement adjudiquer l'événement. Schématiquement, si c'est de l'insuffisance cardiaque avec une fonction de G plus ou moins préservée, vous allez traiter les symptômes, faire votre travail de cardiologue bilanté et éventuellement reprendre la thérapie ciblée. Alors que si vous qualifiez l'événement d'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire, vous allez contre-indiquer définitivement le traitement par dasatinib. Donc là, c'est vraiment l'illustration d'un travail nécessaire de cardio-oncologue pour correctement adjudiquer les événements, correctement les traiter et permettre la reprise quand cela est faisable. Et justement, une question aussi sur l'ibrutinib, en fait, et sur la fibrillation auriculaire. Donc, on a vu qu'il y avait une incidence très importante, enfin, du moins importante, de l'AFA quand on met de l'ibrutinib. Je voulais savoir comment on la dépistait. Est-ce que c'est sur un holter de longue durée, sur un ECG? Je me posais la question. Oui, c'est une question très importante parce qu'elle n'est pas résolue au moment où on se parle. Si on regarde ce qui a été fait dans les études de phase 3 en hématologie, finalement, il n'y avait pas de CG systématique, il y avait juste une auscultation peut-être, ou je ne sais pas comment c'était fait, mais en tout cas, il n'y avait pas de stratégie particulière. Et c'est un peu comme dans les AVC cryptogéniques, plus vous allez intensifier votre méthode pour dépister la fibrillation atriale, plus vous avez de chances de la dépister et de la capturer. Et on a montré, par exemple, dans un travail qu'on a mené avec l'équipe de Marseille, que le simple fait de rajouter un électrocardiogramme systématique ou un Holter ECG systématique multiplié quasiment par 4, les chances de dépister de la fibrillation atriale. Donc vous l'avez compris, des raisonnements qu'on a en cardiologie par ailleurs pour dépister la fibrillation atriale peuvent s'appliquer aux ces patients d'hématologie. Et donc, tout est possible à mon avis pour l'instant. Je pense que le minimum, en tout cas, c'est un électrocardiogramme et que ces patients soient vus de manière régulière parce que l'incidence est importante par un cardiologue en parallèle de la consultation d'oncologie. Donc nous, ce que l'on fait, c'est un électrocardiogramme de manière systématique que l'on répète à chaque consultation d'hématologie. Vous l'avez compris, on peut faire aussi des holters de 24 heures ou des holters répétés. Vous l'avez compris, on peut aussi confier un objet connecté à ces patients-là. Et certaines équipes réfléchissent à l'implantation de Reveal. Donc pour l'instant, pour répondre un peu de manière claire, il n'y a pas de stratégie particulière. Mais je pense que plus on met de moyens pour dépister cette fibrillation atriale,
plus on a de chances de la capturer et donc de mieux prendre en charge ces patients, à la fois sur le traitement ralentisseur, la discussion du traitement anticoagulant. Évidemment, il ne s'agit pas de tomber dans l'écueil de dire j'ai dépisté de la fibrillation atriale, j'arrête la molécule, parce que ça, c'est pas pertinent au plan oncologique, mais j'ai dépisté de la fibrillation atriale et je vais donc la prendre en charge, traitement ralentisseur, traitement anticoagulant, pour ne pas interrompre la thérapie ciblée. Il ne faut pas tomber dans l'écueil inverse de l'excès de détection qui va aboutir à un excès d'interruption de ces molécules alors qu'elles sont efficaces et que l'événement est plutôt gérable de manière simple. Donc le message, c'est vraiment essayer de discuter avec l'oncologue pour privilégier la poursuite du traitement dans les meilleures conditions et ne certainement pas contre-indiquer des molécules qui peuvent être vitales pour le patient. Juste une dernière question avant de conclure. Quel anticoagulant privilégier en cas de FA sous thérapie ciblée? AOD, HPPM, AVK? Autre question piège parce que non résolue. On va prendre la caricature qui est l'ibrutinib. Il faut se remettre dans le contexte des patients d'hématologie. C'est des patients qui, dans cette pathologie particulière, sont exposés à un risque hémorragique majoré, déjà spontanément, indépendamment de la prescription, parce que c'est une population âgée. La maladie en elle-même peut induire des thrombopénies. La molécule en elle-même peut induire des thrombopénies. Donc, vous avez, vous voyez, une association de malfaiteurs avant même d'avoir prescrit la molécule. Donc, une fois que le patient développe de la fibrillation atriale, il y a des molécules qui sont potentiellement plutôt contre-indiquées que sont les AVK dans ce contexte-là. Même si initialement, les uns les autres, on les a prescrits, la recommandation, c'est plutôt de contre-indiquer les AVK. Et donc, il vous reste le choix entre anticoagulant oral direct avec un faible niveau de preuve et HPPM avec un faible niveau de preuve. Ce que l'on a dans les données de registre, c'est que la prescription d'un anticoagulant oral direct, je ne suis pas capable d'en citer un en tout cas, mais probablement que les trois sont utilisables. Peut-être pas les antithrombines, mais en tout cas les anti-DISA sont utilisables et que les HBPM sont peut-être une bonne stratégie d'attente en attendant de voir comment évolue la situation de ces patients-là. Ce que je pense qu'il ne faut pas faire, en tout cas, c'est être très agressif vis-à-vis du rétablissement du rythme sinusal parce qu'il faut encore vous remettre en situation. C'est des patients dont le niveau de plaquettes va fluctuer d'un moment à l'autre, dont le risque hémorragique va fluctuer d'un moment à l'autre. Et l'essentiel n'est pas de faire de la cardiologie agressive, mais de permettre la prescription de la molécule dans des meilleures conditions possibles. Et donc, je crois que l'enjeu, c'est plutôt le ralentissement de la fréquence cardiaque, plus ou moins associé à un traitement anticoagulant, qui peut être soit les HBPM, et notre préférence va plutôt actuellement aux anticoagulants oraux directs, avec un strict monitoring, si l'on peut, des plaquettes, évidemment. Certaines équipes cèdent du taux circulant d'un anti-DISA, par exemple, même si ce n'est pas tout à fait validé. Certaines équipes cèdent du taux circulant d'ibrutinib, pour savoir si le patient a un niveau élevé ou pas. C'est plutôt des pistes de recherche pour le moment. Merci beaucoup. C'est déjà malheureusement l'heure de se quitter. On voudrait vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Vous avez été nombreux. Merci beaucoup. Nous voudrions remercier les orateurs d'exception, Clément Charbonnel et Stéphane Edéry, également les membres de la cellule du CNCH, de la communication, mais aussi du bureau, et également le président, le docteur Franck Albert. Ce webinaire, heureusement, sera disponible sur YouTube et à partir de ce jour ou demain. Et également, vous pouvez suivre toutes les actualités du CNCH sur les comptes social media, Twitter, Facebook et LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci.